Il s'appelle Daniel Porat, il est depuis 40 ans en Israël, spécialiste de l'éducation mais aussi guide beaucoup de cordes à son arc. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Daniel Porat. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors 40 ans, c'est une tranche de vie ça. C'est une tranche de vie, c'est la majorité de ma vie, parce que l'enfance jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac, finalement, c'est tranquille chez papa, maman. Alors, comme toute une génération, vous avez été bercé, on va dire, influencé par les mouvements de jeunesse, par le Rav Bochko, Moshe Bochko, Zichrono Livracha. Tout à fait. Voilà. C'était les EI, l'école Akiba à Strasbourg, où j'ai grandi, la famille, puisque j'ai grandi dans une famille pratiquante, mon papa était rabbin, voilà. Et bien entendu, l'influence aussi de la Yeshiva de Montreux. Alors tout ça a fait que un beau jour, lorsque vous aviez 15 ans, à force d'écouter et de baigner dans cette ambiance, vous décidez... À 15 ans, j'ai décidé, je termine après le bac, c'était un accord avec papa, je termine, tu vas en Eretz. C'était... Le soir du bac, j'avais déjà le billet d'avion et la valise. Alors qu'est-ce qui vous motivait ? L'identité juive, et pour moi, elle ne devait pas plus continuer en France. C'était un choix personnel, parce qu'à cette époque, ce n'était pas la grande mode. Bien que je précise, ma classe, plus de la moitié de ma classe à Akiba cette année-là, ont fait leur Aliyah. Ce n'était pas le cas les années qui ont suivi. Mais c'était... je veux dire, à l'époque, on était vraiment très heureux en France. On ne sentait aucun... Il n'y avait pas d'antisémitisme. Aucun antisémitisme. Surtout là où j'ai grandi, c'était presque un paradis. Ok, vous étiez bien, et pourtant vous avez décidé de Et pourtant partir. j'ai décidé, l'identité juive était plus forte que l'identité alsacienne. D'accord, ok. Alors 15 ans, c'est la décision. 18 ans, vous faites les valises, vous partez. Bon, vous parliez l'hébreu, donc c'était Je parlais l'hébreu. C'était quand même facile. Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire ou pas ? J'hésitais entre les beaux-arts et la science politique. Mais comme j'avais rencontré dans un voyage un guide, quand j'étais avec les EI, et j'ai dit, moi aussi je vais être guide comme lui, mais je serai mieux que lui. Parce que ce qui me manquait, c'était son côté d'identité juive, qui me faisait passer un message israélien, et ce qui me manquait moi, c'était le côté israélien juif. Alors pourtant, la première chose que vous faites lorsque vous arrivez, c'est de vous inscrire dans un parti politique. Tout à fait, je rentre dans un parti politique. J'avais découvert à travers les journaux l'histoire de Menachem Begin, son parcours et les valeurs qu'il essayait de défendre à travers son parti. Donc je vais rejoindre tout de suite. Toute première chose, un mois après être en Israël, j'avais ma carte du parti. Du Likoud. Du Likoud. Oui, du Likoud de l'époque. Donc ça devait être une sacrée expérience quand même. C'était une manière de m'intégrer, parce que je disais, d'un côté, la francophonie, c'était mon éducation, mais je voulais être israélien. Je voulais être israélien et j'étais toujours en idée d'être israélien en même temps juif. Les deux identités ensemble. C'était pas évident à l'époque. Non, c'est pas évident. Il y avait beaucoup de clivages dans la société israélienne. Tout à fait. Beaucoup du mal à l'université, quand j'ai étudié en sciences politiques, avec l'identité juive. La force du monde qu'on appelle Chiloni, du monde laïque, d'une humaniste. Ça n'allait pas avec. Ça n'allait pas avec. Et pourtant, vous ne voyez pas le problème. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Mais pour les autres, ah oui. Pour les autres, c'est un problème. Et je découvre aujourd'hui, je ressens quand même, les choses ont changé. On peut retrouver des jeunes filles mariées avec la tête couverte à l'université. À Tel Aviv. À Tel Aviv ou à Jérusalem ou ailleurs. Ça ne choque plus. On peut trouver avec la kippa et on peut trouver le café-resto qui respecte la cacheroute. Ouais, avec des étudiants arabes et des étudiants voilà, et on se retrouve avec des arabes, avec des chrétiens, avec des gens pas pratiquants. Mais en fait, le côté juif a gagné quand même. Hein. Pour moi, je suis très content. C'était important, d'accord. Voilà. Alors, vous vouliez un peu rompre le côté francophone. Pourtant, vous étiez assidu à certains cours de grands maîtres. Par mon père, il m'a guidé. Et quand j'arrive en Israël, je suis allé étudier avec Manitou.
Ouais. Et avec André Neher. Ouais. C'est des grandes personnes, grands personnages au niveau de l'identité juive. Mais très vite, j'ai décidé que j'étais plus capable d'écouter des cours de Torah en français. Ça devait être en hébreu. Ok. Alors, vous avez été à leur contact, j'imagine, attiré aussi par le monde de l'éducation. Alors, les beaux-arts. Je ne sais pas ce que c'est devenu. J'étais bon dans les arts, dans le dessin. J'ai été accepté à Betzalel et je ne me suis jamais inscrit. Et vous n'avez pas fait Betzalel? Non. Non, mais je me rappelle, j'ai fait le concours d'entrée, j'étais accepté. C'est un regret? On peut toujours regretter parce que, voilà, ouais, peut-être. Voilà, mais bon, vous étiez quand même, vous aimiez tout, quoi, en fait. L'éducation, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille où l'éducation, c'était la chose la plus importante, l'éducation juive. À travers mon engagement dans le cadre des EI, c'était d'être aussi dans l'éducation des jeunes par les jeunes. Je pense que tous ceux qui ont fait des parcours dans les mouvements de jeunesse comprennent ce que je veux dire ici. Ils ont tous été à un moment donné proches de l'éducation. Beaucoup ont passé à ce micro aussi avant moi et peuvent témoigner de cette quelque chose qui est dans le cœur, qui est dans la nature, dans le sang, dans le DNA de tous ceux qui ont milité dans la communauté. Alors pourtant, de tous vos amours, on va dire, celui qui a pris le pas, c'est votre travail de guide, parce que vous avez fait l'école de guide à l'époque. Tout à fait. L'école de guide, j'ai d'abord aimé les études, j'ai bien réussi. J'ai beaucoup lu, beaucoup étudié, beaucoup promené du nord au sud d'Israël, et j'ai essayé d'étudier aussi ce qu'on appelle la hasbara, l'information, ça se traduit pas en français. La communication. La communication pour Israël et pour le peuple juif. Parler d'Israël en bien. Voilà. C'est ce que vous avez aimé faire. Peut-être que mon père, il aurait voulu que je sois rabbin. Ouais. Alors j'ai été à quelque chose pas très loin. Je défends les valeurs juives et Israël sans être rabbin. Ok, voilà. Donc ça c'est ce que vous avez fait. Alors vous avez beaucoup travaillé en tant que guide, vous continuez d'ailleurs à le faire. Je continue, je pense que c'est ce que je fais de mieux. Voilà, c'est ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous avez gardé? Parce que 40 ans quand même, c'est long. Donc j'imagine que vous avez rencontré plein de personnages assez atypiques, importants. Voilà, chacun quand on devient guide, on est guide, chacun a son créneau de public à laquelle il va travailler, se spécialise. Il y en a qui préfèrent travailler avec les pèlerins catholiques. Moi, j'étais quelque chose d'un peu différent. Surtout que j'ai l'impression comme c'est des portes qui se sont ouvertes. C'est le phénomène du Windows. Tu ouvres l'Internet, tu ouvres une porte, et puis il y en a une autre qui s'ouvre, et d'autres portes qui s'ouvrent. Ça, c'est le côté dynamique d'Israël, la société israélienne. Et je le dis aux nouveaux qui voudraient venir ici, faut savoir, ici, ça bouge. Il faut ouvrir des portes. Ça bouge. Et si tu sais bouger, si tu sais rentrer dans le courant, tu peux te retrouver 3 ans après à une autre place que tu t'imaginais quand tu commences. Okay. Et les rencontres des personnes qui se sont passées, les contacts que j'ai gardés m'ont amené à des nouvelles portes qui se sont ouvertes pour moi, que ce soit pour défendre l'économie israélienne, que ce soit pour le côté humanitaire, pour le côté social. J'ai eu des rencontres avec des personnages et puis ça m'a ouvert après de travailler avec des délégations et aussi de recevoir des missions israéliennes à l'étranger au service d'Israël grâce au contact que j'avais commencé ici. Ça m'a permis de rentrer dans des systèmes et dans des circuits que jamais je n'aurais imaginé. Des fois, je me retrouvais, j'ai dit, le petit Alsacien, il se retrouve quelque part au fond d'un autre pays en train de représenter Israël. Mon papa, il vit plus, malheureusement. Et des fois, je disais, papa, si tu savais, regarde, t'as vu où je suis? T'as vu où est-ce que tu m'amènes? Ce petit enfant qui avait rescapé de la Shoah, regarde où est ton fils. Je crois qu'il devait être heureux. Alors justement, nous, on va en savoir plus. Racontez-nous, c'est sûr qu'il y en a eu plein des rencontres, mais au moins une rencontre ou un personnage qui vous a marqué, qui était assez une aventure pas évidente comme ça, comme vous venez de le raconter. Alors, on va parler une des premières années. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, je sais pas, c'est encore dans les années 80, d'accord, au siècle dernier. J'étais jeune et beau. Ouais. Et j'ai rencontré dans un groupe, une délégation, ce qu'on appelle une grosse pointure de l'industrie de la pharmacie. D'accord. Je ne savais pas à tel point. Mais on est devenu...
très bien communiqué. On se retrouvait en dehors du circuit. Le soir, il m'invitait pour discuter dans sa chambre et tout. Et petit à petit, je découvre qu'il a des connaissances aussi dans le monde arabe, du fait de son côté industriel, et pharmacie, etc. Et il m'a dit, je connais bien aussi la Syrie. J'ai dit, ah, tu sais, on a eu des guerres il n'y a pas très longtemps. Et on a des Israéliens qui ont disparu. Est-ce qu'on pourrait avoir tu peux nous aider? Je ne touche pas au côté ni militaire, ni espionnage, ni rien du tout de sécurité. Le côté humanitaire. Est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, il est touché par cette demande et il va me permettre de l'accompagner dans des pays en Syrie, fermés, et d'essayer de voir, d'avoir dans ce... Bien entendu, avant, j'ai reçu le hockey des services israéliens. J'ai reçu une petite formation en route pour me permettre de savoir quoi faire. Bien sûr. Et bien entendu, toutes les recommandations. J'ai reçu une couverture diplomatique. Alors là, je me retrouvais sans grande préparation. Et petit à petit, ça m'a ouvert des portes. Bon, la tentative de sauvetage ici, elle a foiré. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais il y avait eu quelque chose. Et il y avait quand même... Il faut savoir qu'il y a des contacts. Alors, on peut savoir avec qui vous avez rencontré ou on ne peut pas le savoir? C'était le frère du chef de l'État syrien de l'époque. Le problème, c'est qu'il était pas dans les affaires de l'État. Il avait été écarté par son frère. C'est le frère d'Afed El-Assad. Tout à fait. OK. Et donc, on a essayé. Voilà. Donc, moi, j'étais officiellement l'assistant de cet industriel de la pharmacie. Mais petit à petit, on m'a proposé après d'autres missions. Ouais. Et quand j'étais guide, que je guidais des groupes avec des personnes intéressantes, je notais des fois des gens qui pouvaient être un moyen d'améliorer des relations et d'ouvrir vers des sujets. Mais j'ai toujours fait attention d'être dans le côté humanitaire. Ou bien les Juifs. Des Juifs. C'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous a beaucoup. Ça m'a beaucoup accompagné. Marqué. Oui. D'accord. Vous avez. Surtout que je suis arrivé plusieurs fois dans les pays arabes. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes juives qui se sont islamisés, qui sont mariés avec des Arabes, qui sont arrivés à des très hauts postes. Ouais. Et qui à un moment donné, quand ils voient l'Israélien qui arrive ou la délégation israélienne. Ils viennent vous parler forcément. Du coup. J'ai senti qu'il voulait me communiquer quelque chose et ça m'a amené à réaliser tout d'abord, peut-être c'est un côté tabou que la communauté juive d'Afrique du Nord n'a pas voulu ouvrir. Il y avait, c'est pas uniquement dans la France... oui, il y avait beaucoup de juifs qui se sont mariés avec des musulmans. Qui sont mariés avec des musulmans, qui sont rentrés qui arrivent dans des très hauts postes aujourd'hui. Ok, donc vous avez eu quand même des choses un peu exceptionnelles parce que parfois, eh bien, des gens que vous ne connaissiez pas, que vous découvriez lors de ces voyages dans les pays arabes, qui vous demandaient, je veux faire ma bar mitzvah. Oui, il y en a même un qui m'a demandé en Égypte, un très haut fonctionnaire, je veux faire ma bar mitzvah. Et il est venu en délégation et j'ai organisé en une demi-heure. Mais c'est en catimini, j'imagine que personne ne le sait. À un moment donné, quand il est arrivé ici, en visite officielle en tant qu'Égyptien, il a craqué. Il a regardé sa femme, il lui a dit « Je veux faire ma bar mitzvah ». Sa femme, elle a accepté. Elle a dit « Je t'aime » à son mari. « Je sais que tu es d'origine juive, vas-y ». Il a dit « Je peux prendre les enfants ?» Et les enfants, ils ne sont pas juifs parce que par la mère, il a quand même pris les enfants avec lui. Il a dansé avec les Chabad au Kotel. Il a mis les téfilines. Il a demandé qu'on fasse une photo. Et il a dit « Voilà, maintenant je retourne, je suis tranquille avec moi, ma conscience. » Bon, mais il est retourné en tant que musulman égyptien. Mais on peut voir aussi ces derniers mois, et je pense avoir été aussi un petit acteur dans des relations entre l'Égypte et Israël qui se rapprochent. Ouais, ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir, surtout qu'à l'époque où il y a eu les accords avec l'Égypte et le retrait du Sinaï, j'étais violemment anti-Menachem Begin. Je suis passé du Likoud au Teria. Et à la fin, aujourd'hui, je vois quand même que ces accords, sur 40 ans... Ouais, ça marche quand même, hein. Ça marche. Ouais. C'est voilà, c'est quand même, il se passe extraordinaire. Quand on réfléchit, l'Égypte était notre ennemi il y a 40 ans, on parlait de ça, la peur de l'Égypte, et aujourd'hui,
C'est plus que peut-être notre allié, mais presque. Hein. Ouais. Alors, justement, vous qui êtes là depuis 40 ans, qui avez passé plusieurs guerres, qui avez vu des générations d'immigrants arriver, quels conseils vous pourriez donner aux nouveaux immigrants qui nous écoutent peut-être qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur cette société que vous connaissez bien aussi, Israël de 1980, ouais. Ça a doublé d'habitants. Ouais. Au niveau du niveau de vie, ça c'est incomparable. Je me rappelle la qualité des autobus, des services médicaux, de l'infrastructure, surtout quand tu viens de la région la plus développée de France, qui est quand même l'Alsace. Ouais, qui est donc là, c'était la chute. La chute. À l'époque, quand je voyageais, on a ramené du chocolat, on ramenait des choses. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On amène d'Israël on trouve ici des choses du monde entier. En fait. On trouve des choses du monde entier. On a aussi les moyens de s'acheter. C'est pas que tout le monde est riche ici, mais je pense que, il y a du travail. Il y a plus de travail. Le pays, il est toujours en ébullition. Il n'arrête pas de grandir, il y a de la place pour des nouveaux. Il y a de la place. Il y a de la place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans son métier? Il faut se réinventer? Il faut faire quoi? Celui qui est à moins de 30 ans, il doit s'apprendre à s'adapter et le métier qui est nécessaire. Ouais. D'accord? Donc, il peut s'adapter, il peut travailler. S'adapter. Les plus de 30 ans, ceux qui ont déjà une carrière déjà bien installée, ils auront du plus de mal à trouver. S'ils ne trouvent pas dans leur domaine, il faut apprendre à être flexible et très flexible. Ça veut dire mordre et morfler, comme on dit, excusez-moi l'expression, les premières années. Et après, ça part. Ça part. Mais ça part, hein. Il faut pas désespérer. Non, faut pas désespérer. Il faut préparer. Faut pas venir avec un coup de claquant la porte. On dit ça va, je vais. Non. Il faut venir avec que ce soit le processus d'une réflexion bien posée. Bien posée. Ok. Bon, sans regret, j'imagine. Sans regret, jamais de la vie. Surtout qu'aujourd'hui, on peut voyager. Ouais. Mes enfants, ils voyagent 3 fois par an à l'étranger. Ouais. Je vois que finalement, le prix des avions en 1980 pour faire un aller. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et finalement, on peut se promener 2 fois par an, faire un tour en Europe. Problème. Et pas uniquement à Paris, ni pas seulement à Strasbourg. Il y a encore plein d'autres capitales à découvrir. Et les Israéliens, ils voyagent beaucoup. Ah oui, la chance aussi que j'ai appris les langues qui m'ont permis de parler 5 langues différentes. Donc apprendre les langues, on retient les conseils, apprendre les langues, savoir se réinventer, rebondir, ne pas désespérer. Pas désespérer. Puis, il y a du boulot. Il y a du travail, il y a plein à faire, il y a plein à changer, il y a plein à améliorer. Bon. Il y a de la place pour tout le monde. Bon, sur ces bonnes paroles. Pour tous les Juifs. Oui, pour tous les Juifs. Qui veulent venir. Il y a de la place. Ok, merci beaucoup Daniel Porat. À très bientôt, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.